Donc, autour de la table, Nicolas Dueb. Salut Nicolas, entrepreneur, patron d'Alchimie. Mais enfin, combien d'entreprises? Je dois te demander à chaque fois, mais 3 ou 4 En fait, c'est toujours la même structure, mais je pivote. mais voilà, mais t'en as monté 3 ou 4, des boîtes. Voilà, 3. Bah oui, mais il faut. Bertrand Martineau. Salut Bertrand, conseiller emploi à l'Institut Montaigne. Et puis ancien... Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais à un moment, tu as été un peu conseiller de la droite qui s'assume sur le travail et sur l'emploi, Bertrand. Oui. Voilà, donc tu vas nous raconter un peu comment ça se passe. Et puis Philippe Wechter, salut Philippe. Salut Stéphane. Chef économiste Ostrom Asset Management. On démarre là-dessus. C'est une nouvelle phase de la présidentielle. Juste cette question très ouverte là, Nicolas. Donc là, ce matin, il y a un premier sondage qui vaut ce qu'il vaut, qui met Valérie Pécresse à 17. On a l'impression qu'on rentre quand même dans une nouvelle dimension de la campagne. Comment est-ce que tu vois les choses ? On rentre vraiment dans la campagne. Ouais, voilà, c'est ça. Les LR qui annoncent leur candidat, Zemmour qui s'intronise candidat, on attend maintenant le dernier, le protagoniste, sans doute le principal pour vraiment partir et puis rentrer dans le vif du sujet, pour dépasser les petites phrases et rentrer dans les débats. Ouais, c'est ça. Philippe ? Oui, c'est le fait qu'on ne dépende plus uniquement de ce que dit l'extrême droite dans le débat politique. C'est intéressant. Et ça, c'est important parce qu'on voit bien toute la dérive qu'il y a eu dans les discussions autour de cette campagne électorale depuis quelques semaines. Là, on peut peut-être recentrer les choses sur... Tu te rends compte ce que ça veut dire ? Parce qu'au moment où tu l'as dit, je dis, mais il a raison. Et puis, mais quand, enfin, il y a toute la gauche qui était soi-disant en campagne, quoi. Mais en fait, complètement inaudible, c'est ça oui. Inaudible, mais c'est surtout que le débat a été monopolisé par l'extrême droite. Et la gauche a eu son moment avec la nomination de Yannick Jadot, mais qui n'a pas... Ça a fait pchit, ça a fait pchit, oui. On n'a pas basculé. Non, on n'a pas basculé. Et donc, d'un seul coup, les arguments forts étaient ceux de l'extrême droite. On peut peut-être sortir de ça, et ce sera mieux pour la démocratie. Rentrer dans le détail, mais Bertrand, là-dessus... La vraie campagne va commencer en janvier et surtout en février, quand le président se sera déclaré, j'imagine. Et pour l'instant, on est dans les préliminaires. Ouais, et il est à peu près dans la logique des autres présidents, en plus, c'est-à-dire... aucun ne s'est décidé avant le mois... Enfin, ne s'est annoncé avant le mois de janvier, sauf François Hollande pour dire qu'il n'y allait pas. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, le temps joue plutôt pour lui. Parce que finalement, qui sait aujourd'hui quels seront les vrais sujets, des sujets de débat de février-mars ? On n'en sait rien. Ce sera peut-être une crise internationale, ce sera peut-être l'inflation, ce sera peut-être des sujets dont on ne parle pas aujourd'hui. Et donc, il y a probablement... Le temps joue probablement pour le président de la République. Comme ça, il pourra choisir son terrain qui sera dans une situation quand même... Alors, je ne sais pas si c'est compliqué ou pas, mais il a le Covid à gérer. Donc je disais ce matin un éditorial très intéressant qui disait que quand même globalement ça lui rendait service en ce que ça le mettait objectivement aux manettes, alors qu'il y avait toujours un doute sur ses prédécesseurs. Est-ce qu'il gère le pays ou est-ce qu'il fait campagne ? Lui, pour le coup, t'as pas de doute, quoi. Voilà, quand il gère la crise sanitaire... Les crises de manière générale. Je pense que s'il y avait une crise internationale, il serait à la manœuvre, on le verrait discuter d'égal à égal, enfin, avec le président des États-Unis, avec Vladimir Poutine, enfin voilà. Toutes les crises mettent l'exécutif, un exécutif fort et vertical comme en France, les crises les mettent en avant, évidemment. C'est pas par hasard si tu cites Vladimir Poutine, c'est vrai que au hasard. Celle qui est en ligne de mire, c'est sans doute, peut-être la crise ukrainienne, mais on en reparlera. Et quand je dis crise, pas forcément une guerre. Enfin, ça peut être des sommets. Là, ce qu'on entend, c'est qu'elle est en train de se préparer. Ça peut aller jusque là, mais ça peut être aussi des sommets internationaux, des choses un peu. Ouais, mais on va en parler sur l'Europe justement, parce que ça peut être ambivalent. Mais alors rentrons donc dans la droite qui s'assume. Donc, programme éco de Valérie Pécresse, je vous ai mis 2-3 petites choses, je vais vous donner les grandes lignes si vous n'avez pas le temps de suivre ça. Donc, très quand même rigueur des finances publiques, quoique, parce que ramener la dette à 100% du PIB sur 10 ans, elle est à 117 aujourd'hui, voilà, je vous ferai commenter après, tout en assurant une politique de l'offre. Alors, il se trouve que c'est Frédéric Lemoine, l'ancien dirigeant de Wendel, je ne sais pas où il est aujourd'hui, qui a été son principal conseil sur le programme économique. Frédéric Lemoine, notamment très compétent, enfin moi je l'ai pratiqué quand il était à la tête de Wendel, sur toutes les questions industrielles. Et curieusement, diront certains, ils sont très, très réduits dans leurs ambitions sur les suppressions de ces fameux impôts de production. C'est juste la C3S. Frédéric Lemoine dit on n'a pas les moyens de faire plus. Et puis donc les sujets autour du salaire, donc elle promet... Ah oui.
Donc ça, c'est le gros morceau quand même, ça te fait sourire. Plus 10% sur le salaire net jusqu'à 2,2 SMIC par la suppression des cotisations vieillesse. C'est une histoire à plus moins 25 milliards d'euros. Tu valides ça, Bertrand, si tu as eu le temps de regarder? J'ai pas fait le calcul. Bon, d'accord. Bon, enfin, j'ai lu que c'était une histoire à plus moins 25 milliards d'euros. Coup de pouce aux donations et puis 4 milliards en plus pour les allocations familiales qui seraient à nouveau généralisées. Ça, c'est le côté droite qui s'assume, droite versaillaise qui s'assume, on va dire ça comme ça. Et puis côté retraite, le gros morceau, c'est la retraite à 65 ans. Ça, c'est vrai que c'est redoutable, efficace. Et suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. Voilà. Bertrand, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Tu peux sortir un des éléments du programme d'ailleurs, hein, Non. de ce qui t'intéresse. Je vais prendre deux points. Je prends les salaires. Pour augmenter les salaires, enfin pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut créer de l'emploi et faire de la productivité. C'est-à-dire que la seule hausse des salaires qui vaille finalement, c'est celle qui est liée à la productivité. Augmenter les salaires par baisse massive de cotisations sociales, bon, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait à hauteur de 40 milliards. Ah non, mais à un moment que tu n'y arrives pas, quoi. Oui, alors dans ce cas-là, on est condamné à avoir des salaires qui progressent peu et on va s'appauvrir. Ou alors essayer mais ce que je veux dire, c'est d'y aller en attaquant l'ensemble des systèmes de cotisation qui mangent le salaire. Alors, oui, mais c'est le sujet, il ne faut pas le prendre par le sujet des cotisations, il faut le prendre par le sujet des dépenses. C'est-à-dire qu'un programme de droite qui s'assume, il me semble, c'est un programme de droite qui ne parle pas de baisse d'impôts, ça va de soi, j'allais dire. C'est pas que la droite baisse les impôts, c'est plutôt bien que dans le programme de droite, on baisse les impôts. Non, la véritable innovation, ce serait d'annoncer des baisses de dépenses. Et on sait très bien que le problème des dépenses, c'est les dépenses sociales. Suppression de 200 000 postes de fonctionnaires, c'est pas des baisses. Mais non, c'est pas au niveau. Ça, c'est quelques milliards. Parce qu'en plus, ça se fera sur un certain nombre d'années. Non. Ça se fait. Parce que la vérité, c'est que... Macron avait à peu près la même ambition. Donc, une fois qu'on a sanctuarisé les profs, et une fois qu'on a sanctuarisé les infirmières et tout le personnel de santé, ou au contraire qu'on augmente le nombre, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a plus grand monde. Et tout le régalien, parce qu'il n'est pas question qu'elle touche police, justice, tout ça. Par ailleurs, il est bien clair maintenant que la France, sur le régalien, dépense moins par tête que la plupart des autres pays. On dépense, par exemple, pour le nombre les dépenses consacrées à la justice en France, je crois que c'est 65 € par tête et par habitant, c'est 130 en Allemagne. Bon, donc on a une justice qui se paupérise, on a des besoins dans le domaine de la sécurité, on a le besoin dans le domaine de la défense. De l'université, on en parlera tout à l'heure. De l'université, bien sûr, de la défense, donc. Et donc le réservoir d'économie, il n'y a pas 36. Si on veut en faire, il est dans les dépenses sociales. Donc les retraites, alors là-dessus, la droite, j'allais dire, elle fait le job, effectivement. Ouais. Donc il y a les retraites, et puis il y a aussi j'ai en chiffre les dépenses de médicaments. J'ai en tête le chiffre. Le logement, les minima sociaux. Bertrand, tu valides, mais sinon, Emmanuel Grimaud viendra nous voir bientôt, mais je crois que c'est lui qui me donne ce chiffre. En gros, à la louche, reculer la borne d'âge d'un an, c'est 10 à 12 milliards d'euros de dépenses sociales en moins. Oui, mais à terme. À terme, c'est pas du jour au lendemain. Voilà. D'accord. Voilà. Mais reculer la borne d'âge, c'est ce qui rapporte le plus rapidement. Voilà. C'est ça le sujet. Et donc, c'est évidemment ça qu'il faut faire. Alors après, il y a sans doute tout un tas de dérogations. Il y a tout un tas de métiers où on va avoir du mal à aller jusqu'à 65 ans, surtout si c'est fait en quelques années. Donc, il va y avoir sans doute des dérogations qui sont liées à la pénibilité de certains métiers, ce qui se comprend très bien, mais ce qui va limiter évidemment l'économie. J'imagine qu'il va y avoir des annonces sur les petites retraites et revaloriser les petites retraites. Donc, ça va aussi amoindrir les choses, les économies. Voilà, donc on met le paquet sur les retraites et c'est très très bien. Maintenant, il faudra voir ce qu'on entend sur les autres poches énormes que sont les minima sociaux, l'assurance chômage, le logement, les dépenses de logement qui sont extraordinairement élevées en France pour une efficacité qui peut prêter à débat. 43 milliards. Que ce soit du côté des allocations ou du côté des crédits d'impôt. Et des crédits d'impôt qui sont totalement inefficaces, comme on le sait maintenant, sur le logement. Donc il y a plein de sujets à traiter. Il y a plein de poches. Voilà, mais ce serait bien que le débat... par l'histoire du salaire net, là, 2,2 SMIC. Ça dépend ce qu'on fait sur les dépenses. Ils sont tous là-dessus. Zemmour, c'est un 13e mois pour l'ensemble de ceux qui sont au-dessus. Enfin, ils sont tous là-dessus. Macron l'a fait avec les cotisations chômage. Ils sont tous là-dessus. Oui, et puis il l'a fait avec la prime d'activité. Et puis il l'a fait avec la prime beaucoup augmenté le pouvoir d'achat jusqu'à 1,5. Nicolas ? Moi, je trouve que c'est, en tous les cas, pas vraiment tourné vers l'entreprise et vers la croissance. On vient avec des marqueurs dits de droite, c'est-à-dire le nombre de fonctionnaires en moins, les 35 heures. Quoi de plus ringard ? Enfin, on s'est
trompé d'époque. Enfin, il fut une époque, c'était à la mode, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Et on sort on est toujours dans une phase de pandémie. Ça fait 2 ans qu'on vit quand même une crise majeure. On s'aperçoit qu'on a des problèmes de souveraineté, on s'aperçoit qu'on a des problèmes de compétitivité, on s'aperçoit qu'on met des dépenses colossales dans les dépenses sociales et sans efficacité avec un hôpital qui ne va pas bien, etc. Donc en fait, tout ça nous démontre que ça manque un peu de hauteur de vue. D'une véritable stratégie. C'est ça. On a un débat d'experts comptables, donc 2 milliards là, 3 milliards là, quel est l'intérêt? Et on ne revient pas du tout sur les fondamentaux que sont l'efficacité de la dépense publique, comment on s'organise, comment on le déploie, comment on est... Ce qu'on raconte dans les boîtes, c'est-à-dire dans les boîtes, jamais tu vas dire je vais supprimer 5000 postes. Mais non. C'est pourquoi je supprime 5000 postes et quelle est la stratégie derrière cette suppression, quoi. Exactement, jamais... Et comment je l'organise, surtout. Quand on a restructuré une activité qui ne marche pas, pourquoi elle ne marche pas? Qu'est-ce qu'on a appris? Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment je reclasse? Et donc, d'ailleurs, l'exercice qui est imposé aux chefs d'entreprise, il est colossal à ce moment-là. Là, on arrive, je vais supprimer 200 000 fonctionnaires. Sans doute que pourquoi 100 000, pourquoi 500 000, on n'en sait rien, c'est juste d'abord insupportable. Et ensuite, pourquoi? Et donc, personne ne peut accepter ça. Et donc, en fait, on fait des débats autour de chiffres qui n'intéressent pas les Français, qui n'intéressent personne, et qui fait faire qu'à la fin, chacun vient défendre son petit bout de beefsteak, et donc le fameux vivre ensemble ne s'opère pas, puisqu'on n'a aucun intérêt à venir débattre de quoi on parle. Moi, j'ai une vraie question. Par exemple, quand on dit il faut attaquer des dépenses, on a 32% du PIB dans les dépenses sociales. On est à 12 points de plus que tous les pays de l'OCDE. On a quoi comme résultat dans notre hôpital et dans notre éducation? On n'a rien. Donc là, on a quand même le droit de se parler d'un minimum d'efficacité. C'est l'intérêt de tout le monde. En plus, on est aujourd'hui potentiellement... on est dedans, quoi. On est dedans, on est potentiellement malade, on a tous envie d'être soignés et on voit que ça marche pas. Donc là, voilà, on a des vrais sujets de fond. Donc une droite qui s'assume, c'est une droite qui va attaquer le dépenser plus en permanence. Donc elle reprochait à quelqu'un d'avoir cramé la caisse. Fumer la caisse. À Macron, elle reproche à Macron de cramer la caisse. C'est terrible parce qu'à l'IVF, le programme ou les mesures qui sont proposées sont les mêmes et on ne va pas attaquer cette inefficacité. Donc on ne progresse pas et on n'éduque pas et on va tourner en rond et on va continuer à tourner en rond. Philippe? Quand on lit les mesures, on s'interroge sur l'originalité de ces mesures. C'est-à-dire qu'on a l'impression de les avoir lues déjà dans d'autres programmes. Mais et ça, c'est terrible. Que ce soit... Pourquoi 2,2? Ça correspond, ça doit être un chiffre rond, il faudrait que je fasse le calcul. D'une part, il y a réduire la dette publique, c'est un discours qu'on entend, on ne sait pas comment. Justement, pour revenir sur les débats qui étaient évoqués, là, on a un taux de dépense en pourcentage du PIB qui est historiquement élevé. Comment faire pour infléchir cette situation? Probablement pas en socialisant le salaire, probablement en augmentant le taux d'activité, le taux d'emploi. Là, il y a des choses à faire. On a un taux d'emploi qui est... Elle ne donne pas de détails, mais elle veut renforcer la réforme de l'assurance chômage. Voilà. Oui, mais le but du jeu... Et 65 ans, t'augmentes le taux d'emploi quand même. Oui. La retraite à 65 ans, t'augmentes le taux d'emploi. Oui, mais... Le but du jeu, c'est faire de telle sorte que on crée structurellement les moyens de se donner des marges sur les dépenses. Là, on n'a pas de marge du tout. L'objectif 100% de dette en pourcentage du PIB dans 10 ans. On y arrive comment? Par quels moyens? Et tu sais, je pensais à un truc, c'est que de la même manière qu'on parlait des plans de restructuration, alors évidemment, c'est complètement idiot de comparer un État à une entreprise, on est d'accord, mais n'empêche, toutes les entreprises, la grande discussion en ce moment, c'est en fait d'abandonner pratiquement, je ne sais pas si tu en es là, Nicolas, l'exercice budgétaire, qui, vu la volatilité, la violence des chocs en ce moment, en fait, tu mets dans les grosses boîtes 6 à 8 mois à faire atterrir un exercice budgétaire qui est obsolète à la seconde où tu l'as fait atterrir, il faut recommencer. Ouais. Et donc ils sont tous dans, alors ça s'appelle rolling forecast. Rolling forecast, voilà, tous les trimestriels. Voilà. Exactement. Et même tu vois des fois qu'il est mensuel, enfin, etc. Et tout. Donc en plus c'est des projections à 10 ans, comme le disait Bertrand. Tu ne sais même pas dans quel état... Il y a une autre question aussi sur la dette. On sort de la COP26 à Glasgow,
où très clairement, il va y avoir une nécessité d'investissement public important pour caler les choses, pour mettre les choses en place et que on se retrouve pas avec 3 degrés en 2100. Là, l'État a un rôle important. Si dans le même temps on dit non, finalement on va réduire tout ce qui peut être fait, comment on fait? On va en parler avec l'électricité. Oui, c'est un débat absolument essentiel et dans un moment où encore maintenant les taux d'intérêt sont très bas. Donc c'est aussi des opportunités d'investir pour que effectivement on prenne à bras le corps toutes ces questions de transition énergétique. Bertrand? Je suis pas tout à fait d'accord avec la comparaison avec une entreprise. Vas-y. L'État ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il est quand même, s'il n'est pas un peu long-termiste, alors qu'il le sera. Voilà. Donc, je trouve qu'il est normal, même si on ne sait pas, il y aura peut-être une guerre dans un an, mais sur une stratégie, Bertrand. Oui, alors, non, mais pas sur 2,2 SMIC, évidemment. c'est ça le truc. Non, mais et bien entendu, mais enfin, dans une entreprise aussi, un budget est assis en principe sur une stratégie, ou alors c'est que l'entreprise ne va pas bien. Donc là, que l'État, qu'un candidat se projette à 5 ans avec une stratégie, à supposer qu'il y ait une stratégie, avec des dépenses d'avenir dans le nucléaire, par exemple, avec des dépenses sur la recherche-développement, avec des dépenses en plus dans le régalien, etc., où est effectivement des baisses importantes, et ça va être le marqueur absolu, à mon avis, ça va être le vrai sujet sur les dépenses sociales, avec un scénario par ailleurs de baisse de prélèvements obligatoires dans la mesure du possible, ça me paraît bien d'avoir cette trajectoire. Ensuite, s'il y a une nouvelle pandémie, une nouvelle catastrophe, les taux d'intérêt remontent, etc., et ben, on s'ajustera. Mais c'est quand même normal, y compris d'ailleurs pour rassurer les marchés, parce qu'on aura peut-être un sujet taux d'intérêt long dans quelques années, c'est quand même bien d'avoir un schéma d'ensemble. Voilà. Non, on s'est mal compris. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu ne peux pas avoir ce luxe de détails. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu ne peux pas avoir ce luxe de détails sur un programme à 5 ans. Mais en vous écoutant, c'est très intéressant et je m'interroge quand même un petit peu sur notre responsabilité à nous journalistes. Il se trouve qu'au départ, Éric Zemmour, quand on lui demandait un petit peu de précision, il était très dans l'idée, je ne m'occupe pas de l'intendance. Vous demanderez mon Premier ministre. Voilà, vous demanderez à moi, je ne suis pas ministre du Travail, je ne suis pas Elisabeth Borne. Et je trouvais cette réponse assez fondée. Et lui-même, en fait, a été ramené à sortir des chiffres. Voilà, surtout des chiffres anecdotiques, quoi. Voilà. Alors que la question qu'on a envie de poser à Valérie Pécresse, c'est quel est le rôle de l'État? Comment vous voulez interpréter le rôle de l'État? Qu'est-ce qu'il va arrêter de faire? Et qu'est-ce qu'il va arrêter de faire exactement? Et comment on va le rendre efficace? Aujourd'hui, elle se prononce après que l'État s'occupe des retraites, des chômeurs, des fonctionnaires. Maintenant, ça va être les petits salaires, puisque au bout d'un moment, la conception même de la liberté, qui est quand même sur les frontons de chacune de nos mairies, se retrouve questionnée. Si, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez plus que le droit de discuter les salaires de votre codir, enfin, il y a un problème à un moment donné, quoi. Donc là, on attendrait là-dessus et qu'elle non, aurait... mais il y a un problème, Nicolas. Quand même, il y a un problème. C'est-à-dire, alors toi, tu es avec des hauts potentiels, je ne sais pas si... voilà, mais enfin, on en avait déjà parlé d'ailleurs avec Bertrand, on a fait quasi une émission là-dessus. Il y a un problème, effectivement, quand un smicard, si tu veux le faire sortir du SMIC, tu veux l'augmenter de 100 €, ça va t'en coûter 500. Enfin, là, mais je crois qu'on en avait parlé ensemble. Exactement, mais là, on n'est pas que sur le SMIC. Non, on a jusqu'à 2,2. Mais on ne l'attend pas là-dessus. On l'attend, faut nous dire comment elle va repenser. Parce qu'on est à côté de ça, pour faire la comparaison... T'as quand même une crise du salaire médian. On peut l'appeler comme ça. Ça, c'est une crise profonde au cœur de notre pays qu'effectivement un président de la République doit adresser. Mais est-ce que c'est la cause ou la conséquence? On a un énorme problème d'agilité de toutes les entreprises. Tu le disais toi-même, on fait des rolling forecasts. Alors, on ne va pas faire des rolling forecasts dans l'État, mais on a besoin d'agilité. Tout gérer depuis le ministère de la Santé, ça ne marche pas. Il faut à un moment donné déléguer au niveau de l'hôpital. Ces formes de gestion, elles sont au cœur même de la campagne. Donc, c'est une philosophie et on est en train de faire un débat de comptable alors qu'on a besoin de vision long terme, de stratégie, et on l'entend sur les piliers philosophiques de sa campagne. Et là, Philippe, vas-y. C'est ça qui est terrible, c'est que globalement, en quoi ce programme va-t-il être audible? C'est-à-dire que globalement, on ne sait pas, là, en regardant le programme, ce qu'apportent les Républicains au débat macroéconomique. Et ça ne va pas nous aider plus à faire du débat économique un débat principal, quoi. Exactement. Là, on a des recettes. Alors, on tape un peu sur les fonctionnaires. 200 000, c'est bien. On ne sait pas ce que ça représente. C'est ni trop ni trop peu. Ni trop ni trop peu. Et comme on va mettre à côté des salaires et un montant d'une masse salariale, on va dire « Oh, ça fait beaucoup quand même ». Et puis, et voilà. Mais ça ne dira rien à personne. Par contre, le geste est symbolique. Mais
une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que va incarner Pécresse sur le plan, que va incarner la droite sur le plan économique dans l'élection présidentielle? Pas grand-chose. Alors, ce qui sera intéressant, c'est de voir au mois de janvier si c'est la période à laquelle Emmanuel Macron se désigne comme candidat à la future élection. Est-ce que ce programme-là sera toujours d'actualité? Parce que là, on a un peu l'impression qu'on a sorti tout ce qui était dans les tiroirs. Elle a un problème, ouais, mais puis elle a un problème, c'est que Macron a fait quand même une partie de ce qui était le cœur du programme des Républicains. Tu vois, la réforme de l'assurance chômage, voilà, elle est faite, quoi. Alors, il peut un petit peu la renforcer, mais enfin, elle est bel et bien faite, par exemple. Oui, mais la grande gêne, à mon sens, des Républicains, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché du travail, le nombre de créations d'emplois explose. Ouais. Donc, Macron ne peut pas être attaqué sur ce plan-là. On ne peut pas dire, nous, on va créer des emplois. Ouais. Parce que les emplois, ils sont là. Ouais. Je veux dire, on a, sur l'emploi salarié, 515 000 emplois créés, salariés privés, depuis le début de l'année. C'est monstrueux. C'est un record ever. C'est un record. Ouais. 2000, je crois qu'il faut remonter à 2000. On peut le dire différemment. Il y a, d'ici 1 ou 2 trimestres, on aura 1 million d'emplois nets créés. C'est beaucoup, mais ce qui est en combien de temps? Depuis 2017. Depuis 2017. Oui, mais ce qui est spectaculaire, c'est pas le 1 million, c'est que ça a été créé avec une croissance économique qui, en moyenne, sur 5 ans, aura fait 0,8. Ouais, voilà. Donc je prends le creux de 2020 et le rebond de 2021. Et créer 1 million d'emplois avec une croissance de 0,8, c'est quand même assez impressionnant. Donc, il est difficile de croire... Attends, il faut expliquer, Bertrand, parce que là, on est au cœur du truc. Ça veut dire que c'est des emplois sans productivité, justement. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Ah bah oui. Non, mais tout ça est cohérent donc avec la faiblesse de la productivité, c'est bien sûr, évidemment. Et donc, tu comprends derrière pourquoi tu n'arrives pas à bien payer ces emplois-là. On a ramené sur le marché du travail des personnes à productivité relativement faible. Ceux qui étaient à très haute productivité, les cadres sup, etc., ils étaient déjà sur le marché, ils étaient déjà en emploi. Donc là, on a ramené effectivement beaucoup de personnes en emploi. Donc c'est normal que ça fait une baisse de productivité. Il faut juste espérer que cette baisse de productivité soit provisoire. Philippe. Mais cette question de la qualification des emplois, etc., on la retrouve partout. C'est-à-dire que nous, en France, on ne crée pas beaucoup d'emplois, relativement, et donc il y avait plein de gens qui étaient sur le bord de la route. Dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, on crée beaucoup d'emplois, y compris ceux qui sont sur le bord de la route. Et la productivité n'est pas exceptionnelle aux États-Unis non plus. La question du salaire médian que tu évoquais tout à l'heure, on la retrouve aux États-Unis en plein. Le sujet, c'est que pour financer, et on en revient là, notre système social, tu as besoin d'une. Absolument, mais on a tous besoin de productivité très élevée. Mais nous plus que les autres. Et nous, peut-être un peu plus que les autres. Ça peut se faire en deux phases. C'est-à-dire, dans un premier temps, on résorbe le surplus de chômage, et donc c'est normal que transitoirement il y ait une faiblesse de la productivité. On appelle ça l'enrichissement de la croissance en emploi, mais traduit en termes de productivité, c'est bien un ralentissement des gains de productivité. La grande difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ce soit pérenne, c'est-à-dire qu'il va bien falloir un jour redémarrer, parce que sinon les salaires vont rester scotchés, et on va avoir comme en plus on va avoir des prélèvements de pouvoir d'achat du fait de la transition énergétique, si on ne fait pas de gains de productivité, on va avoir des difficultés de pouvoir d'achat, de finances publiques, ça va être assez compliqué. Parlons-en, là. L'histoire du blocage des prix de l'électricité, là. Je ne sais pas si vous avez vu quelle ampleur ça prend, quand même. C'est-à-dire que là, on est au mieux. Donc, Bruno Le Maire a dit, finalement, limité à 4% la hausse des prix de l'électricité en février. Bruno Le Maire dit, finalement, ça va nous coûter autour de 8 milliards. Vous lisez des avis d'experts qui pensent que ce sera beaucoup plus. Donc 8 milliards, on rajoute, parce que tout le monde les a oubliés, ceux-là, les 100 balles pour 3 800 000 personnes, donc 4 milliards de plus. 38 millions de personnes. Pour 38 millions. Pour 38 millions de personnes. Donc tu rajoutes, oui, c'est ça, donc tu rajoutes 4 milliards. T'en es à 12 milliards, là. Et il n'est pas sûr que ce soit la fin de la facture, elle sera sans doute plus près de 15 milliards. On rappelle que le coût budgétaire du quoi qu'il en coûte, Philippe, c'est à peu près 50 milliards. La vitesse à laquelle ça va, c'est vertigineux. Donc si... Enfin, je sais, moi, ça me donne... Parce qu'on a ça devant nous pour des années et des années, on est d'accord. C'est le prix de la transition énergétique là, qu'on est en train de payer. C'est un sujet qui est intéressant parce qu'il peut être attaqué sous l'angle un peu social des revenus, et puis il peut être attaqué aussi sous l'angle un peu plus stratégique, puisque c'est quand même lié à l'Europe. À partir du moment où on a construit nos centrales, on a fait l'Europe de l'électricité, qu'on a mis en commun les choses,
Il y en a qui ont pris d'autres décisions en fermant leurs centrales nucléaires. Nous, on les a gardées, mais on fait une moyenne du prix avec les différents pays. Ça a une implication européenne quand même. C'est marginal. Bah quand même, mais aujourd'hui on ne serait pas aussi sensible au prix de l'électricité si on était indépendant. Alors le prix, on serait en blackout si on était indépendant là. Tu sais, non, la semaine dernière, on a dû importer. Hein, voilà. En fait, c'est sur l'électricité marginale. Non, franchement. Non, mais tu peux. Le sujet je suis pas en train de dire. Le marché européen de l'électricité, il nous protège plus qu'autre chose. Je suis pas en train de dire qu'il faut vivre indépendant. Je pense que l'Europe, c'est très bien. Mais vivre ensemble, ça veut dire à un moment donné se faire des concessions et on bénéficie des autres sur certaines choses et puis on leur fait bénéficier sur d'autres. Et là, pour le moment, on leur fait bénéficier quand même de nos options de production d'énergie, quoi. Non, je crois pas. En hiver, c'est pas aussi sûr que ça, malheureusement. Enfin, non, c'est un sujet qui nous emmènerait trop loin, mais en fait, le taux de disponibilité des réacteurs aujourd'hui est tel, il inquiète légèrement. Alors RTE ne dira jamais qu'elle est inquiète, mais enfin quand même, on est sur un taux de disponibilité. Il ne faudrait pas qu'il fasse trop froid au mois de février. Et le réseau est ultra tendu. Ultra tendu. Voilà. Heureusement, en tous les cas, qu'on a notre parc nucléaire, quoi. Oui, heureusement qu'on a notre parc nucléaire, mais malheureusement, heureusement qu'on a les centrales à charbon allemandes. Ouais. Justement, la difficulté là-dessus, c'est qu'on a pris l'option nucléaire il y a de nombreuses années maintenant, et qu'on n'a pas assumé jusqu'au bout. Ce qui fait qu'effectivement, maintenant, la demande d'électricité a augmenté, mais on est incapable, dans les périodes de tension, d'y faire face. Et on est obligé, effectivement, d'importer et d'être très dépendant du marché international de l'électricité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et c'est cette problématique-là à laquelle on doit faire face. À la limite, je voulais pas qu'on... Moi, c'était Enfin, c'est quand même un détail, quoi. 4% de hausse. De toute façon, on n'aurait pas pris les 150 ou 170% de hausse. Hein, c'est ça le sujet. Hein. C'est que la hausse, elle aurait peut-être été de 10-12% au lieu de 4%. Donc quand même, on est sur un détail au regard des enjeux qui nous attendent. Et bam, tout de suite, on se retrouve avec 15 milliards, quoi. Voilà. C'est un problème du financement de la transition énergétique et dans quelle mesure elle va être socialisée. C'est un des sujets. Mais c'est vrai que ça part assez mal. Mais personne n'en parle comme ça. J'écoutais Bruno Le Maire, c'était d'une certaine manière normal, le devoir de l'État d'aligner les milliards. Mais il y a en ce moment un retour des fondamentaux économiques qu'on avait un peu oublié parce qu'on était en train de parler du marginal. Donc là, on est sur le coût de l'énergie, on est sur l'inflation, qui sont en train de revenir au centre des débats, dont on a perdu un peu l'habitude, parce que l'inflation, on n'en parlait plus trop, et on parlait juste avant l'hyperinflation, on en a même oublié la mémoire. Et donc là, d'un seul coup, on se retrouve avec ces sujets qui sont complètement centraux, structurels, et dont les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Dit autrement, si on était dans les années 80-90, le banquier central, avec ce genre d'annonce, il aurait hurlé à la mort. Ouais. Un État qui accommode un choc d'offres, un choc du prix de l'énergie, un choc d'offres par une relance de la demande, en gros, c'est-à-dire pour soutenir la demande, c'est quelque chose pour un banquier central qui est totalement inflationniste et qui est affolant. Ouais. Or là, les banquiers centraux... Mais en 1975, quand Jacques Chirac a indexé les salaires sur les prix, j'ai pas entendu le banquier central français. Non, il n'était pas indépendant. Oui, il avait 2 ans, loi de 73. Oh non, il n'était pas encore indépendant. Non, il monétisait plus. Enfin, il pouvait plus acheter acheter les dettes de l'État déjà. Mais il était il n'était pas encore totalement indépendant. Non, quand même pas. Mais non, mais ça c'est le problème des banquiers centraux qui ont perdu leur pouvoir. Les banquiers centraux n'ont plus de pouvoir aujourd'hui. Qu'ont-ils fait paradoxalement Paradoxalement, parce qu'ils n'ont plus d'autre choix que de continuer à financer les déficits. Bah, voilà. Quand on est arrivé... C'est ça, pour préserver l'euro. Quand on est arrivé, mais pas simplement en Europe, quand on est arrivé dans la crise sanitaire, les taux d'intérêt étaient bas partout. Donc les banquiers centraux n'ont pas eu la capacité d'être le régulateur qu'ils étaient depuis 40 ans, en baissant les taux de façon spectaculaire. 600 points de base en 2008 pour les États-Unis. Là, on était à 1,75% au moment de la crise, où la crise se présente. Donc les États-Unis ont baissé leur taux de 1,75%, pas plus. Et donc l'impact sur l'activité, sur la capacité à réagir, était nul. En Europe, le taux de refinancement était déjà à 0 depuis 2016. Ouais. Et donc les banquiers centraux
ont perdu la main à ce moment-là. Et le seul point qui a été audible, c'est de dire, nous, gouvernement, on prend en charge tout ça, et vous financez. Et donc, on augmente la taille des bilans des banques centrales, et on n'est pas sorti de cette question. Non. Là, on a l'impression que les banquiers centraux sont en train de revivre un petit peu, parce qu'il y a de l'inflation, et ils nous disent, attention, il y a de l'inflation aujourd'hui, on remontera les taux en 2022, fin 2022 ou en 2023. Hein. On va faire des efforts quand même. C'est maintenant qu'il faut le faire s'il y a des choses à faire. C'est pas une fois que l'inflation sera retombée. Bon, on marque une pause et on parle des enjeux européens, justement.